Bonjour. Alors, je vais me présenter dans les faits pour les gens qui sont là. Donc, écoute, mon nom est Carole Godet, je suis la directrice pédagogique et je forme aussi. Je suis formatrice dans les faits chez Evolucence. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la formation Déclic. Alors, la formation Déclic, ce qu'il faut savoir dans les faits, c'est que Evolucence est d'abord et avant tout un organisme qui est spécialisé en entrepreneuriat. Alors, pourquoi dans les faits, comment se fait-il qu'on s'est retrouvés dans les faits des gens du Québec et de la France à s'associer ensemble pour faire des formations dans les faits sur la création d'entreprises? C'est qu'on a toujours gardé des liens. D'abord et avant tout, la première entreprise que j'ai créée, parce qu'on est tous des entrepreneurs, je l'ai créée à Paris. Et je ne sais pas si certains connaissent, mais ça s'appelait Anyway sur Paris. Donc, ça a été vraiment la première entreprise. Et de cette entreprise, on a gardé effectivement des relations intéressantes, des relations professionnelles avec des gens, dont effectivement Monique, qui est donc la déléguée générale de l'Union des autres entrepreneurs. Et Monique, à un moment donné, a vu les formations qu'on avait commencé à donner ici au Québec sur la création d'entreprise. Et c'est vrai que la création d'entreprise, même ici au Québec, quand ça s'est fait, c'était tout simplement parce qu'il y avait énormément de faillites. Et donc, la région dans laquelle on est, dans laquelle j'habite en ce moment, ont décidé finalement que c'était important de former. On a commencé à travailler sur ce programme et le résultat qui en est découlé quand même, qui a découlé dans les faits de cette de ces formations, c'est que d'abord et avant tout, ceux qui suivaient les formations, il y en a à peu près, je vous dirais, 55% qui partaient de leur entreprise. Puisqu'on les amène, finalement, encore aujourd'hui, on les amène jusqu'au financement, donc jusqu'à la création. Donc, il y en a 55% à peu près qui ont démarré leur entreprise, mais ce dont on peut être fier aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a aucun qui a fait faillite. Et même durant la pandémie, ça nous a beaucoup surpris, mais nos créateurs d'entreprises ont vraiment passé au travers comme des champions. Donc, la formation, c'est aussi quelque chose qui permet de s'outiller pour avoir beaucoup plus de chances de succès. Pourquoi Déclic? Alors, Déclic d'abord et avant tout parce que les gens, lorsqu'ils veulent se lancer, okay, ils ont une idée, puis, ou ben non, dans les faits, ils ont déjà testé quelque chose, et c'est comme si on partait un petit peu dans toutes les directions, puis on n'était pas sûr finalement du potentiel, et souvent, c'est une des raisons pour lesquelles on hésite. Donc, Déclic a été vraiment fait pour que vous ayez 2 semaines, dans les faits, pour s'assurer du potentiel de votre idée. Parce que moi, ce qui m'attriste souvent, c'est de voir des gens démarrer une entreprise ou démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, carrément dépenser toutes leurs économies qu'ils ont et finalement, au bout de la ligne, abandonner. Okay? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, il ne faut pas se leurrer, hein? On va y passer du temps, on va y passer nos économies et c'est extrêmement important. Donc, la formation Déclic, c'est vraiment pour acquérir des compétences pour être capable d'évaluer et d'analyser votre idée ou du potentiel, comme par exemple, dans le dernier salon dans lequel j'étais, il y a un monsieur qui avait envie, dans le fait, de changer de type d'affaires, c'est-à-dire il recherchait des opportunités pour changer parce que le secteur dans lequel il était un secteur, dans les faits, qui était en décadence. C'est-à-dire que, comme dans tout produit, les produits ont une vie, les services ont une vie, et donc là, lui, c'était vraiment un négoce qui commençait à descendre. Et ce qu'il trouvait intéressant dans les faits avec Déclic, c'est qu'il pouvait dans les faits arriver avec ses idées, dans les potentiels ou les opportunités qu'il avait repérées, et d'acquérir les compétences pour les analyser, pour dire, OK, celle-là, ça vaut la peine. Donc, je vais être capable, dans les faits, ça vaut la peine d'y investir et du temps et de l'argent. C'est, comme je dirais, une lunette d'approche, c'est-à-dire c'est une première étape. Okay? Cette étape ne vous permettra pas, dans les faits, de dire, OK, je démarre demain matin. Il y en a qui l'ont fait, mais au moins, ça va vous donner au moins beaucoup plus confiance. J'en ai une, par exemple, qui a suivi la formation Déclic et au bout à peu près de 4 jours nous dit « Ah bien, enfin, je peux dormir parce que je sais dans les faits que c'est vrai que j'ai un potentiel, donc je peux continuer à explorer et pas y mettre de l'énergie. » Donc, c'est ça qui est important. C'est une aventure humaine, ne l'oubliez jamais. Okay? Souvent, lorsqu'on décide de se lancer en entreprise, donc on implique dans les faits, ça implique généralement tous les gens alentour de nous. Okay? Quand on dit que c'est une aventure humaine, c'est avec nos hauts et nos bas, nos qualités et nos défauts. Donc, il ne faut pas, dans les faits, il faut se donner les meilleurs outils dans les faits pour être capable de passer au travers. Et deuxième chose que je voudrais d'abord vous rassurer, c'est qu'il n'y a pas de profil à l'échec concernant être entrepreneur. Souvent, les gens vont vous dire, ouais, il y a un profil d'entrepreneur, etc. Non, il n'y a pas de profil à l'échec. C'est-à-dire que tout le monde, dans les faits, peut y arriver.
il faut, dans les faits, tout simplement avoir de la détermination et se donner de meilleures chances en se formant. Okay? Parce qu'aujourd'hui, le métier d'entrepreneur est un métier qui va très, très vite parce que vous avez juste à penser dans les faits à Internet, avec toute la compétition que cela génère et toutes les informations qui arrivent à une rapidité, toutes les nouvelles technologies qui arrivent à une grande rapidité, que ce soit pour la communication, pour faire de la communication, quand je pense, c'est pour aujourd'hui dire on a besoin d'un site Internet et tout. Donc, tout va très, très vite. Donc, s'outiller et s'aider avec des formations, c'est quand même extrêmement important. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est d'abord, on a un regard plus élargi. Souvent, les gens ont de la difficulté à réaliser, lorsqu'on se lance en entreprise, qu'une entreprise, ça a un entourage et il va recevoir des impacts de cet entourage. Et cet entourage est beaucoup plus élargi qu'on peut le penser. On peut croire dans les faits que parce qu'on installe, par exemple, un café dans un village, que nécessairement, on ne sera pas impacté par ce qui peut se passer. Mais ce n'est pas vrai, parce que dans les faits, pensez juste à un moment donné qu'il y a une autre guerre du Golfe qui éclate. La pandémie, actuellement. OK, vous êtes un café, la pandémie, personne n'est responsable. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est intervenu. Mais n'empêche que ceux qui avaient des cafés ont été impactés, même s'ils ne le voulaient pas. OK? Donc, on apprend déjà au départ à savoir d'avoir ce regard, cette vision sur ce qui se passe alentour de notre entreprise qu'on veut créer, pour être capable, dans les faits, de repérer ce qui pourrait être des opportunités aussi, hein, parce que des fois, par exemple, on sent qu'il y a un vent sur quelque chose ou il y a un manque. Tu sais, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des villages qui veulent se développer et qui manquent effectivement de commerce, qui manquent de services. Bien, il y a des opportunités dans les faits qui apparaissent et de la même façon, il peut y avoir des menaces. Donc, c'est important d'être capable de s'outiller encore une fois pour comprendre et d'élargir notre vision des impacts que peut recevoir une entreprise. Que vous soyez travailleur autonome, OK? Que vous soyez travailleur autonome ou que vous ayez une entreprise qui plus tard aura des employés, c'est la même chose. C'est vraiment des choses qui vont vous rester. Donc, on regarde au niveau politique, au niveau économique, social, technologique et innovation, comme je dis, ça va très vite, et environnemental. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer, OK, de regarder l'impact déjà environnemental du projet d'entreprise qu'on a, OK, ou de l'impact qu'on aura, OK, au niveau environnemental de notre projet. Hein, on s'en vient de toute façon, on essaie de faire du développement durable et tout, mais dès qu'on crée une entreprise, il faut quand même y penser. Ensuite, on parle de clients. Pas de clients, pas d'entreprise. Hein? Nous, au Québec, c'est quelque chose dans les faits qu'on focus énormément, on focus client parce que pas de client, pas d'entreprise. Et c'est la première, je dirais, c'est vraiment le premier thème sur lequel on va déjà au départ regarder s'il y a un potentiel. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, c'est voir qui sont-ils, combien sont-ils, où sont-ils, que veulent-ils et comment aller les chercher. Parce que comme je vous dis, pas de client, pas d'entreprise. Donc, on va aller voir tout ça, on va répondre à ces questions-là parce qu'on veut s'assurer qu'on a suffisamment de clients pour être capable d'être rentable, bonjour, pour être capable d'être rentable et de bien gagner sa vie. La concurrence, parce que même si on ne le veut pas, il y a toujours de la concurrence. Et la concurrence, c'est pas juste pour dire « Ah, il y a quelqu'un qui me fait concurrence ». Non, non, quand on étudie la concurrence, on va analyser leur stratégie. On va aller voir, par exemple, si des entreprises sont là depuis un certain temps et on regarde dans les faits comment ils communiquent avec leurs clients, bien, ça nous en donne quand même, ça nous donne des cues, ça nous donne dans les faits des signes à savoir, ah, ben tiens, moi je pensais dans les faits aller sur Instagram, mais eux, ils ne sont pas, il y a peut-être des raisons. Donc, on va peut-être regarder ce qu'ils font. Leur offre de produits et services, il faut qu'on se compare. Les gens comparent, les consommateurs vont comparer, les entreprises à qui vous donnerez des services vont aussi comparer. Donc, on va aller voir finalement si notre offre est compétitive par rapport à la concurrence, leur prix, hein, parce qu'il y a des prix de marché, leur promotion, leur communication, leur emplacement, où est-ce qu'ils sont exactement. En conclusion, quelles sont nos forces et nos faiblesses face à nos concurrents? La mise en marché. Alors là, un coup qu'on a étudié finalement, au départ, on a étudié qui sont nos clients, qui sont nos concurrents, on a fait une analyse dans les faits de l'environnement, on va se poser la question, comment on se fait connaître? Comment on va aller chercher nos clients? Comment les clients pourront-ils acheter nos produits ou solliciter nos services? Est-ce que c'est en ligne, en boutique? Parce que, tu sais, croire, par exemple, que tout passe par les boutiques en ligne. Non.
Pas vraiment, OK? Ce qu'il faut se poser la question, c'est de savoir d'abord et avant tout qui est notre clientèle cible. Si vous avez une clientèle cible, par exemple, qui a plus de 60 ans, ces gens-là préfèrent généralement aller en boutique. Ils ne sont pas très à l'aise à acheter en ligne. Et malgré la pandémie, dès que les boutiques ouvrent, ils préfèrent quand même aller en boutique. Beaucoup aussi parce qu'ils aiment avoir un contact, parce que c'est important pour eux. Donc, on se pose la question, où est-ce que nos clients, notre clientèle cible qu'on a déterminée, puisqu'on vend des produits à quelqu'un, et donc cette personne, on essaie d'avoir un profil de ces personnes-là, où est-ce qu'elle va acheter ses produits? Donc, si c'est en ligne, tant mieux. Si c'est pas en ligne, ben, il faut essayer de voir, est-ce que je vais m'ouvrir ma propre boutique ou est-ce que je vais utiliser les boutiques existantes pour être capable de dire, ben, en mettant mes produits dans ces boutiques-là, ben, je vais avoir la plus grande chance d'en vendre encore plus. Alors, quand on a fait ça, on fait une analyse de notre offre. C'est-à-dire, notre offre, c'est ce qu'on veut vendre, que ce soit des services ou des produits. Donc, est-ce que je dois la modifier? Ou est-ce qu'il y a des choses que je dois modifier? Est-ce que je dois compléter mon offre? Est-ce que mon offre, finalement, manque de quelque chose? Est-ce que je dois réajuster mes prix? Est-ce que je dois me reposer des questions sur mon emplacement de vente, ma communication? OK? Donc, on essaie de réfléchir. On a un week-end pour réfléchir et on redéfinit notre projet avant de débuter l'analyse financière. Parce que là, on a regardé finalement le potentiel de client. À partir de la semaine d'après, la deuxième semaine, on commence à regarder le potentiel financier. Alors, vous avez tout le long dans les faits de la formation, OK? Comme la première partie, on a ce qu'on appelle un canevas d'affaires. Ce n'est pas un plan d'affaires, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre, dans les faits, probablement de présenter à votre banquier, parce que c'est vraiment, il faut bien comprendre que des clics, c'est de se dire, j'investis 2 semaines pour m'assurer finalement d'investir du temps et de l'argent, effectivement, là, pour aller faire un plan d'affaires, là, effectivement, pour aller créer réellement mon entreprise. Là, je suis prête à le faire parce que, comme je vous dis, il y a une de nos étudiants qui a dit au bout de 4 jours, ça y est, au moins là, je peux dormir tranquille, l'angoisse est enlevée, je sais que j'ai un potentiel, je peux foncer. C'est ça. Donc, vous avez un canevas dans lequel vous allez aller mettre toutes les informations qui est sur notre plateforme directement. Donc, vous allez faire toute l'information dont vous avez besoin, qui sont quand même les bases d'un plan d'affaires, mais un peu plus, je dirais un peu moins détaillé. Les finances. Alors, évidemment, ça fait toujours un peu peur parce qu'on a le sentiment que c'est compliqué, que voudrait mieux faire ça par un comptable. Pas vraiment. Tu sais, quand on se lance en affaires, il faut quand même être capable de contrôler nos chiffres. Quand je dis contrôler nos chiffres, c'est quand on va travailler dans les faits sur l'analyse financière, on va entre autres aller voir quel chiffre d'affaires je dois faire dans les faits pour être capable d'en vivre. Et ça, on va aller l'accrocher après notre étude de marché qu'on a fait au départ. C'est-à-dire, tu sais, quand on se posait la question, combien sont-ils? Ben, ça doit me donner une idée à peu près des ventes que je pourrais faire. OK? Donc, c'est une autre étape qui va dire, OK, maintenant j'ai évalué, j'ai pas mal de clients, donc OK, maintenant ces clients peuvent me rapporter combien? Donc, on va débuter d'évaluer qu'est-ce que ça coûte, OK? Parce qu'on va faire une liste des coûts, on va les classer, on va les évaluer. On pourra donc calculer notre coût de production selon le type d'activité. Certains sont très faciles à évaluer, d'autres demandent plus de recherche. C'est sûr que si vous faites une société de services, vous allez vous rendre compte, dans le fait, que la société de services, bon, des fois, on se dit, c'est pas grave si je fais de la route. Oui, ça a un coût quand même, hein. Moi, par exemple, je me suis retrouvée avec des gens qui offraient des services et qui arrivaient dans ma formation en me disant, tu sais, je travaille beaucoup, beaucoup et je ne gagne pas d'argent. Mais bien souvent, c'est parce que la façon dont ils avaient été chercher leurs clients, ils faisaient tellement de route qu'au bout de la ligne, quand on fait de la route, on ne produit rien. Mais n'empêche que vos journées, comme tout le monde, elles ont 24 heures, vos semaines ont 7 jours. Donc, le potentiel de clients qu'elles pouvaient servir était diminué par la distance qu'elles devaient parcourir pour les servir. Donc, quand on dit dans les faits, on va calculer notre coût de production, ce sont des détails aussi dont on va tenir compte pour dire, OK, où sont mes clients? T'sais, on s'est posé la question, où ils sont mes clients? On va peut-être commencer par aller chercher des clients qui sont plus proches. D'accord? Excusez-moi pour le téléphone. Donc, excusez-moi de toute façon. Donc, juste pour vous dire que c'est important dans les faits de dire, OK, que tous les coûts, peu importe qu'on ait des sociétés de services, peu importe dans les faits qu'on pratique, qu'on construise des produits, comme par exemple
vous décidez d'ouvrir un café sur lequel vous allez servir des repas. C'est quand même intéressant de savoir combien il vous coûte ce repas avant de mettre un prix sur le repas que vous allez vendre. Et le coût, c'est pas que les ingrédients, c'est-à-dire que vous avez un local, vous avez des frais d'électricité, vous avez une personne qui les prépare, vous avez une personne qui les sert, vous avez fait un investissement aussi en table, en vaisselle. Donc, il y a plein de coûts à tenir compte pour savoir est-ce que j'ai finalement le bon prix sur mon plat. Ensuite, on va aller voir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de quand, à partir de quel moment, à partir de quel chiffre je peux être capable de dire je gagne pas puis je perds pas d'argent. Donc là, je peux être tranquille, OK? Mais il faut savoir aussi quelle envergure devrait avoir votre projet pour être capable, dans les faits, d'être rentable. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, ah, mais finalement, moi, des fois, j'ai des gens en agriculture, par exemple, qui me disent, moi, de toute façon, je veux pas un gros salaire, OK? Parce que, ben, tu sais, moi, j'ai mes valeurs à moi, tout ça. Une question que je leur pose, c'est, vous voulez avoir des enfants, vous voulez vous acheter une maison, OK, ça coûte combien par année, ça? Parce que dites-vous une chose, lorsqu'on regarde un projet puis qu'on se dit, moi, je veux pas gagner trop cher, déjà au départ, dites-vous une chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez réaliser parce que vous allez travailler beaucoup, beaucoup d'heures, vous allez mettre beaucoup d'énergie. Et comme par exemple un des participants qui disait, j'ai l'impression de travailler très fort et de ne pas gagner d'argent, finalement, je suis peut-être mieux de retourner me chercher un emploi. Donc, c'est des champs de choses qu'on regarde avec vous et dans des clics, ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est vraiment des informations qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions, à la limite de vous dire, ben finalement, le projet que j'avais, peut-être un peu trop gros pour moi, ou je suis peut-être pas prête, je vais peut-être le faire, tu sais, je vais me laisser du temps, je sais dans les faits dans quoi je vais m'embarquer, mais là, je ne suis pas prête ou je vais peut-être aller chercher des compétences, mais au moins, vous aurez analysé les choses pour prendre des bonnes décisions. L'investissement, hein, on sait que peu importe, même si vous avez des services, par exemple, vous devrez investir sur un site web qui aujourd'hui ne peut ne pas vraiment se dire je ne vais pas faire de site web. Parce qu'aujourd'hui, les pages jaunes, ça n'existe pas vraiment. Je regardais l'autre jour, c'était très, très rigolo. Quelqu'un qui montrait à des enfants un ancien annuaire des pages jaunes. Ils ne savaient pas trop à quoi ça servait parce qu'ils n'avaient jamais utilisé ça de leur vie. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, les pages jaunes, c'est un site web. Même si ce qu'on appelle, vous devez faire un site web qui est vitrine. OK? Un site web vitrine, ça veut dire que je donne l'information de qui je suis, de qui je suis, qu'est-ce que j'offre comme service ou produit, et à partir de là, les gens peuvent effectivement vous contacter. Donc, c'est ce qu'on appelle un site vitrine. OK? Mais c'est un minimum. Donc, ça veut dire que c'est un investissement. Parce que l'investissement, c'est de dire, ben, j'ai aussi besoin d'avoir de l'hébergement. Est-ce que je vais faire moi-même mon site web? Parce que c'est sûr que vous avez plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez faire des sites web gratuits. OK? Mais si je veux avoir l'air vraiment, vraiment professionnel, est-ce que je peux demander à un professionnel de me le faire? Parce que moi, je ne suis pas très, très habile avec ça. Par exemple, aussi, on veut faire des photos, donc on essaie de faire des photos avec notre téléphone. Si on veut vraiment avoir l'air de professionnel, peut-être mieux prendre un photographe. Donc, ce sont des investissements, comme je dis, même si c'est mineur. Donc, on va se poser la question, ça coûte combien tout ça? Et est-ce que j'ai les fonds pour le faire? Alors, comment est-ce qu'on peut envisager d'atteindre l'investissement dont on a besoin? Et comment peut-il se structurer? Quand on dit ça, se structurer, c'est que lorsque on détermine en effet l'investissement que vous avez besoin, il y a plusieurs catégories d'investissement. Vous pouvez avoir un investissement, par exemple, en trésorerie. Ça veut dire que avant que vous atteigniez votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire que vous ne perdiez pas, vous ne gagnez pas d'argent, vous devez développer votre projet, c'est-à-dire vous devrez aller rencontrer des clients, vous devrez faire votre site web, vous aurez donc déjà des frais à payer, mais pas encore nécessairement assez de revenus hein, pour être capable de payer tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est des besoins en trésorerie, c'est-à-dire ça ne sert à rien acheter, OK? Juste à permettre de payer les frais qu'on a jusqu'à ce qu'on puisse, dans le fait que notre projet puisse payer tous ces frais. On a aussi des équipements. Des équipements, ça se finance. Okay? Donc, c'est pour ça, quand on parle de comment il peut se structurer, ben, c'est de dire qu'est-ce que je dois apporter, qu'est-ce que je peux aller chercher et où est-ce que je peux aller chercher et d'être capable de regarder c'est quoi mes besoins. Le statut juridique de votre entreprise. Alors, pourquoi on le met à la fin? Et je vais vous dire pourquoi on le met à la fin. Parce que beaucoup de gens, par exemple en France, vont faire des démarches, d'abord et avant tout, ils vont faire des démarches pour établir le statut juridique. Ils vont faire toutes les démarches, vont dépenser de l'énergie
pour réaliser au bout de la ligne que le statut juridique qu'ils avaient choisi avant d'étudier vraiment à fond leur projet n'était pas nécessairement celui qui était adapté au projet qu'ils voulaient faire. Même chose au Québec. Par exemple, moi, j'ai 2 étudiants qui ont décidé de faire une corporation. Donc, quand on fait une corporation au Québec, puis qu'on est 50-50, on dit tout le temps à nos étudiants, avant même de créer la société, il faut faire un pacte d'actionnaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et quand ils ont donc créé juridiquement la société, par la suite, dans les faits, ils décident de faire le pacte d'actionnaire, sauf que durant le pacte d'actionnaire, ils ne se sont pas entendus et tout d'un coup, tout s'est arrêté là. Mais comme la société était créée et ils étaient 50-50, ils ont été obligés d'aller en cours pour dissoudre la société qui n'avait même pas débuté. De la même façon, si vous commencez par exemple par le statut d'auto-entrepreneur, ce qui peut être tout à fait parfait, mais tout d'un coup, vous réalisez que ce n'est pas tout à fait ça, OK? Donc, c'est pour ça qu'on le met à la fin, parce que tout dépendant du type de projet que vous avez, le statut juridique doit correspondre au type de projet qui vous permet, dans les faits, d'atteindre vos objectifs. OK? Par contre, ce qu'il faut aussi se dire, ce n'est pas parce que vous débutez en tant qu'auto-entrepreneur que vous ne pouvez pas changer de statut juridique. C'est-à-dire qu'il faut être clair que le statut juridique peut évoluer avec le temps. C'est-à-dire que vous débutez, par exemple, comme auto-entrepreneur, vous êtes tout seul dans votre entreprise et tout d'un coup, ça prend de l'ampleur et vous décidez, par exemple, d'avoir des employés. Vous allez être obligé de changer de statut. Mais le statut peut évoluer. Ça se fait. OK? Les risques d'entreprendre. Il y a des risques. Il ne faut pas se leurrer. Là. Quand on devient auto-entrepreneur, quand on devient entrepreneur, c'est qu'on génère nos propres revenus. Juste à penser à ça, on réalise finalement qu'il y a des risques. Sauf que dans les risques, lorsqu'on est capable de les regarder, de les voir, on peut les atténuer. Et c'est ce qu'on fait quand on parle des risques d'entreprendre, c'est qu'on va vous parler dans les faits quels sont les risques, on va les regarder avec vous et dire comment est-ce qu'on peut les atténuer. Et le fait de les voir, d'être capable de les identifier, ça permet de mieux, dans les faits, les voir venir et de les accepter aussi. Parce que quand on se rend compte, ah oui, mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé finalement que je mettais mes actifs en jeu. Ben oui, ça peut arriver. OK? Donc, tout dépendant, c'est-à-dire que vous allez chercher du financement. C'est pour ça, quand on parle de la structure juridique, dire, par exemple, l'ampleur qu'a mon projet, est-ce que je suis prête dans les faits à mettre mes actifs personnels en jeu? Sinon, il faut choisir une autre structure qui, elle, dans les faits, ne met pas mes actifs en jeu. Sauf évidemment, si je les donne en garantie, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable d'évaluer les risques. C'est important d'en parler pour être capable de se dire d'abord, est-ce que moi, je suis prête dans les faits à vivre ces risques-là? OK? Et est-ce que finalement, je suis outillée aussi pour le faire? Parce qu'ils sont là, ils vont être là. Imaginez tous mes jeunes entrepreneurs qui avaient créé leur entreprise juste avant la pandémie. Et du coup, dans les faits, ils se sont retrouvés avec la pandémie, mais je me retrouvés dans leur secteur d'activité, ils étaient distributeurs et leurs clients étaient fermés. Ils ont été fermés pendant 3 à 6 mois. Donc, ça a été pour eux problématique. Mais ils ont été capables de passer au travers. Comme je vous disais, ça a été extraordinaire. Ça n'a pas été facile, mais entre autres, par exemple, lorsqu'on contrôle nos chiffres, c'est-à-dire qu'on a fait nos chiffres, on a fait nos coûts, on sait le nombre de clients qu'on doit aller chercher, on est capable de contrôler, de dire, OK, où est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on peut faire, essayer de changer de stratégie. Puis finalement, ils ont passé au travers. J'en ai même d'ailleurs qui ne sont absolument pas un besoin essentiel et qui ont fait leur chiffre d'affaires de l'année d'après. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, quand on contrôle nos chiffres, quand on a un peu plus de contrôle sur les objectifs qu'on se donne, puis qu'on les comprend, c'est pour ça que les chiffres, c'est important de les faire soi-même. C'est pour ça que c'est important de faire tout ce travail qu'on fait en aval dans les faits de l'état la faisabilité financière, c'est de savoir qui sont mes clients, combien sont-ils et quel est l'environnement. Parce que, regardez, l'environnement, c'est autant les politiques du gouvernement pour aider les entreprises qui sont encore aujourd'hui impactées dans les faits par le COVID. Donc, ça fait partie de votre environnement. Ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé, mais qui est là. Il faut être capable de les saisir et de profiter de ces opportunités. Donc, le risque d'entreprendre, on en parle parce que c'est important d'en parler, c'est important de comprendre que vous allez vivre avec à partir du moment où vous décidez de générer votre propre salaire. Votre analyse finale, c'est êtes-vous prête à vous investir dans ce projet, à envisager votre activité indépendante et devenir entrepreneur? Dans les faits, vous allez vous dire, à partir de votre idée de départ, en ayant besoin de l'ajuster, quel délai pour le démarrage? Quelles sont les prochaines étapes selon vous?
Donc, on va vraiment regarder ça avec vous parce que dans Evolutions, dans les faits, on a différentes formations. Par exemple, on a la formation qui est la suite, dans les faits, logique pour nous de Déclic, qui est ce qu'on appelle créer. Et ça s'appelle créer parce que là, ça y est, on a sorti de Déclic, on est capable, dans les faits, d'investir, on a envie d'investir notre temps et notre argent à la création de notre projet, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou une entreprise carrément. Et donc là, nous aussi, on va vous accompagner et on va aller vraiment là travailler sur la structure telle qu'elle, sur votre projet pour l'amener jusqu'à terme. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre programme. Il faut savoir dans les faits que notre programme de formation, la formation à Déclic, vous pouvez utiliser votre compte formation. Ils sont aussi répertoriés dans les faits chez Pôle emploi. Donc, c'est une formation que vous pouvez demander à Pôle emploi. Donc, on est déjà répertorié. Nous sommes Calliope, c'est-à-dire qu'on a passé au travers du label de qualité pour des organismes de formation. Et je peux vous dire que nous, comme ici, on le fait, quand on vous a dans nos formations, nous, carrément, on s'intéresse à votre projet. C'est-à-dire que pour chacun d'eux, et on essaie de le faire dans les faits, on parle, comme on dit chez nous, des vraies affaires, on est concret, c'est pas une formation où on essaie de vous passer des théories, on va aller vraiment concrètement travailler chacun des thèmes pour vous donner des exemples dans votre propre secteur d'activité par nos expériences, puisque nous sommes tous des entrepreneurs, avons tous été entrepreneurs, et on va vraiment s'intéresser à votre projet. Donc, dans Déclic, vous avez effectivement ce qu'on appelle des cours où là, on va vous inculquer effectivement certains concepts au niveau des entreprises, mais en plus, vous avez des heures d'accompagnement, c'est-à-dire que vous êtes en direct sur votre projet. De votre compte formation, cette formation, dans les faits, voyez-vous, c'est 3 heures par jour, 5 jours semaine. Et vous avez 2 heures d'accompagnement, une le matin, une l'après-midi. Donc, calculé au total, ça fait 5 heures par jour, 5 fois 5, 25, 50 heures. Donc, c'est pas, vous savez, c'est un très court temps, OK? Mais je peux vous assurer que ceux qui ont suivi la formation ont trouvé que dans les faits, ça les rassurait, c'est-à-dire ça leur donnait confiance, ça enlevait des angoisses. Puis Dieu sait que c'est normal d'être angoissé lorsqu'on a envie de se lancer. Donc, c'est une petite formation sur laquelle, comme je dis, on va parler des vraies affaires, OK? Où se déroule la formation? Pour l'instant, évidemment, c'est en ligne. Parce que là, je ne crois pas dans les faits qu'on va faire du présentiel, mais on pourrait faire du présentiel effectivement si des gens sont intéressés. Donc, pour l'instant, on le fait en ligne. Et comme j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un du salon, on est des experts. Nous, dans les faits, ici au Québec et en France, on a fait des formations même avant la pandémie en ligne et on est capable de maintenir une bonne ambiance et de maintenir tout le monde réveillé pendant un certain nombre d'heures pour faire la formation. Donc, ça se passe très, très bien en ligne. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. OK? Alors, la formation, elle est 1 490 €. OK? Et voilà, c'est un investissement. Puis je vous dis, hein, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Je ne crois pas en ce moment, pas pour se vanter, là, mais je ne crois pas en ce moment qu'aucun des participants dans les faits qui ont fait la formation des clés l'ont regretté. Oui, allez sur notre site d'Evolucence. Vous allez voir dans les faits, vous avez un des clics qui s'appelle Je m'informe. OK? Et à partir de là, vous avez toutes les informations. Et nous, dans les faits, on va vous donner un rendez-vous pour que vous puissiez parler à quelqu'un de la formation. Donc, pour savoir dans les faits si effectivement c'est quelque chose qui peut vous intéresser et c'est quelque chose qui est adapté à ce que vous recherchez. Parce que ça, pour nous aussi, c'est important. Et comme je vous dis, nous, au Québec, on est très, très fort, on est nord-américain, donc sur les besoins de nos clients. Donc, on veut s'assurer dans les faits que ça répond à votre besoin. Et je pense que c'est là qu'on en retire le plus de satisfaction. Je vous remercie. Il y a des dates. Généralement, on a un départ par semaine, par 15 jours, je pense tous les lundis. Je vous avoue sincèrement que je ne m'occupe pas du côté administratif, mais je vous dis, allez sur notre site d'Evolucence et vous allez effectivement avoir toutes les informations et on vous répondra réellement rapidement. Et ça me fera énormément plaisir.
Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de m'écouter, hein, et on espère vous voir bientôt dans Déclic. Merci.